Bonjour, je suis Éric Lagesse de Pyramide, donc président de ce groupe qui englobe la distribution France, Pyramide Vidéo, qui est notre label vidéo, et Pyramide International, qui est donc, on va dire, environ 60 à 70% des titres que Pyramide sort en France sont vendus à l'international, aux distributeurs internationaux, donc par Pyramide International. J'ai beaucoup réfléchi à cette question, ça fait 2 mois et demi que j'y réfléchis, et moi je pense pas. Je pense que d'un point de vue philosophique, d'un point de vue personnel, dans nos vies de tous les jours, ça va certainement changer, il y aura un avant et un après, mais j'ai du mal en fait à imaginer distribuer des films différemment, parce que je ne vois pas en quoi l'épidémie de Covid, à part avoir impacté évidemment les sorties salles, avoir impacté tous les secteurs, va impacter durablement mon secteur à moi, quoi, la distribution. Alors évidemment, si, je dis n'importe quoi, mais si plus personne ne vient au cinéma et tout le monde reste devant Netflix, que je ne pense pas une minute, mais parce que ça fait 2 mois et demi qui se bouffent du Netflix, oui, ça va tout changer. Mais moi, je ne vois pas les choses comme ça. En tout cas, ma façon de distribuer les films ne va pas changer. Comme vous l'avez constaté, tout a été décalé, hein. Donc notre film du 25 mars, Les Parfums, qui était déjà affiché sur les colonnes Maurice, sortira le 1er juillet. Donc c'est le premier film que nous ressortons après la crise, en tout cas la réouverture des salles, donc très rapidement, 2 semaines après la réouverture des salles. Et du coup, on a tout décalé, en fait, on a reprogrammé des tas de films, hein, puisque par exemple, le film de Mohamed Rassoulov, Le Diable n'existe pas, qui a eu l'Ours d'Or à Berlin, et que nous avions acheté, c'est le dernier film qu'on avait acheté. On devait le sortir, on avait décidé de le sortir le début août, on va le sortir le 2 décembre finalement. Donc oui, alors le 1er juillet, Les Parfums, le 12 août, Voir le jour. Le film d'Emmanuel Mouret, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, avec Neil Schneider, Camélia Jordana, Vincent McCain, Émilie Dequesne, magnifique quatuor d'acteurs avec pas mal d'autres acteurs et d'actrices autour. Voilà, on a décidé de le sortir en septembre après son annonce donc, du label Cannes 2020. Parce que Mademoiselle de Jonquière en septembre nous avait porté bonheur et parce qu'on se dit, voilà, c'est un beau film de reprise. Le 7 octobre, on sort Yalda, deuxième film de Massoud Bakshi qui avait fait Une famille respectable, que nous avions sorti aussi. Le film a eu le Grand Prix à Sundance cette année, dans la section World Competition. On va sortir le 11 novembre Face à James Bond, mais on y croit parce qu'on pense que c'est un bon film face à James Bond. Un formidable film s'appelle The Singing Club, avec Kristen Scott Thomas dans le rôle principal, qui est un feel-good movie, qui était à Toronto l'année dernière, qui est sorti en Angleterre, qui est cartonné, et c'est un film sur les femmes de militaires en fait, qui se retrouvent à tromper leur ennui et leur angoisse à un moment donné où tous leurs hommes sont partis sur le front en Afghanistan, se retrouvent cantonnées dans une base militaire. Elles décident de monter une chorale. Et cette chorale va aller très très loin. C'est une histoire vraie, hein. Il y a vraiment... elles ont fini au Royal Albert Hall. Enfin, le film est génial. Il est vraiment... c'est Peter Cataneo qui avait fait de Full Monty. Voilà, donc grand retour avec Kristen Scott Thomas. C'est vraiment une très grande actrice de comédie. On ne la connaît pas assez bien comme ça. Après le Rassoulov, donc Le Diable n'existe pas le 2 décembre. Et sans doute un film fin décembre et sans doute un film aussi fin octobre. Mais pour le moment, on est encore en train d'y réfléchir. Nuestras Madres, c'est donc la Caméra d'Or de Cannes 2019. C'est un film qu'on avait prévu de sortir le 8 avril, sur lequel, d'abord la sortie du 8 avril n'était pas hasardeuse. Il y a un vrai mois des festivals latinos en fait, en mars, dans le sud-ouest. Donc César Diaz, qui est
parfaitement francophone devait faire toute la tournée. On avait 7000 à 10 000 scolaires qui étaient pré-réservés. Bon, alors on n'est pas sorti ce film en VOD parce qu'on est désespéré. On a sorti ce film en VOD parce qu'on sait très bien que ce n'est pas un film pour relancer la machine. Il y a des productrices qui aussi avaient des contraintes financières suite aux sorties de films, que la sortie VOD est avérée comme une vraie sortie, en fait, une sortie comme une sortie salle par des temps difficiles, et que César est en train de penser à son prochain film. Donc on fait une sortie VOD, mais on fait une sortie VOD avec nos partenaires, comme France Inter, qui va soutenir le film avec des messages. On a pas mal d'autres partenaires qui sont restés avec nous. On pense que pour le moment, la VOD est plutôt bien. Enfin, je veux dire, ça se passe plutôt bien. Bon, on ne s'attendait pas à ce que les salles réouvrent aussi vite, le 22 juin. Mais du coup, cette sortie de VOD a été calée, bien calée. Il va y avoir de la presse. Enfin, on va vraiment donner au film son existence. Et c'était vraiment uniquement à cause de la conjoncture, en fait. Oui. Et sinon, quand je lis les scripts ou quand je vois un film, je me projette toujours dans une salle de cinéma. Je me dis toujours, voilà, j'achète pour la salle. Je ne me dis pas vraiment, j'achète pour la télé, pour la vidéo, etc. Évidemment, quand il s'agit de mettre beaucoup d'argent sur la table, on peut aussi se demander le potentiel du film sur la télévision, parce qu'évidemment, on sait très bien que la salle est extrêmement hasardeuse, qu'on peut perdre beaucoup d'argent en salle, que la télé et la vidéo et la VOD peuvent être évidemment des éléments qui peuvent compenser ces pertes. Mais en tout cas, moi, j'achète des films pour les sortir en salle. Après, la salle ou le film, les deux, les deux, mon capitaine. Je veux dire, je pense que l'objet film est la locomotive. Après, la salle, il y a de super salles, des salles qui bossent super bien aussi, parce qu'il y a un travail d'exploitant aussi, il faut bien voir ce qui est. Je veux dire, on voit bien les chiffres en province et ailleurs, on voit bien qu'il y a des salles qui marchent très très bien. Et après, on voit aussi le travail de fond que font ces salles, le public qu'ils ont fidélisé, des gens qui viendront voir un film chez eux et pas ailleurs. Donc ça, c'est évident, c'est une chose qui existe encore dans beaucoup de salles. Mais j'aurais tendance à dire qu'un film que les gens ont envie de voir de toute façon, ils vont le voir, quoi, où que ce soit. L'ère des plateformes est évident, elle est évidemment arrivée, elle est là depuis un bon moment. On ne peut pas la nier et la renier. Le rêve utopique que je continue, avec lequel j'ai continué à me bercer, c'est qu'il y a deux forces comme ça qui vont continuer à vivre parallèlement. Combien de temps, je ne sais pas. Je ne sais pas si la plateforme... là, on parle de la plateforme type Netflix, Amazon. Parce que la plateforme VOD, je veux dire, la VOD, pour nous, c'est comme la vidéo, la télé, c'est un support qui nous permet de faire vivre nos films plus longtemps. Et c'est aussi nous permettre de récupérer de l'argent pour compenser nos pertes, etc. etc. D'où l'énorme problème que nous avons avec le piratage, contre lequel on se bat depuis 10 ans avec des gouvernements successifs qui semblent travailler en souterrain, mais je pense qu'ils ont percé le tunnel sous la Manche. Là, maintenant, ils continuent parce qu'on ne voit toujours pas grand-chose arriver sur le piratage. Donc, c'est une déperdition de valeur gigantesque pour nous. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Moi, ce qui m'inquiète en fait aujourd'hui profondément, c'est que je trouve que la dichotomie entre les jeunes et les plus âgés est vraiment énorme. Il y a un gouffre qui est en train de s'étendre. Il y a de moins en moins de films qui interagissent, quoi. Il y aura peut-être James Bond sans doute, le 11 novembre, ou des films comme ça, mais il y en a beaucoup moins. Et moi, je tiens beaucoup... je pense que l'éducation à l'image est capitale. Elle est capitale. Je suis obligé de repartir un peu en arrière, mais en fait,
permettre au jeune public de voir des films de cinéma et les sortir des séries télé. Hein. Je veux dire, pareil, une fois de plus, je ne tape pas sur la série télé. On aime, on n'aime pas. Moi, ce qui me pose problème avec une série télé, c'est que je trouve qu'à un moment donné, même si c'est brillant, ça tourne en rond. Tourne en rond, ça tourne en boucle. J'ai l'impression que l'humour est toujours un peu le même, que c'est chronométré, minuté, que chaque épisode se termine pour donner envie de voir le prochain, et on est comme ça entraîné sur des saisons et des saisons. Et moi, ce que j'aime dans le cinéma, c'est que ça se termine. Voilà, un film se termine. Il peut faire 2 heures, il peut faire 2h30, il peut faire 1h30, il se termine. Dans ma vie, moi, je peux vous citer des œuvres de cinéma qui ont bouleversé ma vie, qui ont changé ma vie, mais je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de séries qui changent la vie des gens. Voilà. Je pense que c'est agréable, c'est divertissant, mais je pense que la profondeur ne peut pas aller à un moment donné avec une visée commerciale qui fait que voilà, il faut tuer tel personnage parce que machin ne peut plus, parce qu'il a un tournage, etc. C'est pas ça. Et donc, moi, je me dis que l'éducation à l'image est essentielle aujourd'hui. Dès le plus jeune âge, je tiens beaucoup à ces écoles au cinéma, lycéens au cinéma, etc. Ce sont des programmes qui tiennent bon pour le moment et qui permettent à des profs de montrer des films à des élèves. Et puis, je pense que la télévision, le service public doit jouer un vrai rôle formateur à l'image, ce que pour le moment, il ne joue pas. Je veux dire, le confinement nous a permis de comprendre une chose, c'est que le cinéma a sa place à la télévision. C'est une évidence. Alors évidemment, les cinéphiles étaient confinés, donc ils regardaient des films. Mais là, moi je vois depuis le déconfinement, je regarde des audiences tous les jours. Il y a plus de films aussi, à la télévision, il y a plus de risques pris sur des films, parce qu'à l'époque on disait le film ne marche pas à la télévision. Le film de cinéma, ça ne marche plus à la télévision. Évidemment, on donne à manger des séries unitaires, on donne à manger des films unitaires, je veux dire des Joséphine Ange Gardien, etc. Mais on va avoir quelle population à la fin? Les jeunes, quand ils vont avoir l'âge de mon public âgé, c'est-à-dire on va dire, parce que moi, mon public à 40 ans, il est jeune. Hein. 40 ans, c'est jeune. Mon public, il est entre 50 et 70 ans. Les films que je sors, les films d'auteur, les parfums, il n'y a pas un jeune qui va aller voir les parfums. Qu'est-ce qu'ils vont devenir à un moment donné? Alors, intellectuellement, etc., ils vont être certainement fins, ils vont avoir plein d'humour et tout, mais je veux dire, est-ce qu'ils vont aller au cinéma? Ça, c'est une vraie question et j'ai peur qu'ils n'y aillent pas, j'ai peur qu'il n'y aille plus. Et ça, moi, je me bats depuis longtemps avec les télévisions pour qu'ils achètent des films et je me bats pour leur prouver que le film de cinéma peut marcher à la télévision dès lors qu'il est éditorialisé, dès lors qu'on fidélise un public. Et ça, c'est comme ça que les plateformes ne vaincront pas. Parce que sinon, les plateformes vont vaincre, elles vont terrasser le cinéma. Terrasser le cinéma. Ça, déjà, ce n'est pas leur business model. Leur business model, c'est que les films ne sortent pas en salle. Donc ça dit déjà tout. Et là, à nouveau, je ne crache sur aucun business model. Je dis juste que ce business model n'est pas compatible avec mon business model. Si leur business model va dans le sens où finalement on est là aussi pour faire vivre le cinéma, tant mieux. Mais est-ce que leur business model n'est pas finalement de dire voilà, on veut produire des films, on veut les sortir dans nos salles, leur donner une espèce de force marketing, voilà, pour que les gens les voient sur nos plateformes. Ça aussi, c'est une vraie question. Ce serait un formatage intellectuel, finalement. Parce que si on est formaté aux séries, qu'est-ce qu'on va aller voir? Un film de Rassoulov qui fait 2h30, extraordinaire, qui vous parle de ce qui se passe en Iran aujourd'hui et dans pas mal d'autres pays, et prendre ce temps-là sans texter, sans discuter, ce temps de plan séquence, ce temps de, je sais pas moi, où nous nourrit Bill Gusseland, on en a fait beaucoup. Je veux dire, c'est ce formatage intellectuel et c'est dangereux. Si on veut que le cinéma ait de l'avenir, il faut protéger le cinéma. Il faut absolument protéger le cinéma et ne pas penser
ce qui me fait un tout petit peu peur du côté de nos politiques aujourd'hui, ne pas penser que le cinéma c'est un peu du passé et que la série c'est un peu l'avenir. C'est pas vrai du tout. Je pense que la série n'est pas l'avenir. Ou alors, je veux dire, revoyez Metropolis de Fritz Lang. On parlait pas de série, mais on parlait de formatage pour le coup. Non, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Mais en revanche, j'ai des gens autour de moi qui sont absolument pas cinéphiles, qui l'ont vu. Et j'ai appris son existence par ces gens-là, en fait. Ah, j'ai vu ce film, etc. Alors, bon, il paraît qu'on pleure beaucoup. C'est très émouvant. Bah, déjà, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est un film de cinéma, si j'ai bien compris. Alors, cinéma, si j'ai bien compris, un film qui n'était pas censé vraiment sortir de Turquie, quoi. Mais bon, un film de cinéma. Non, mais ça m'inspire. En fait, ça m'inspire pas à grand-chose. Ça m'inspire que ce qui est génial avec le cinéma, malgré tout, même si c'est sur Netflix, c'est qu'on peut, on peut s'attendre à tout. Et on a tous vécu des succès comme ça, lesquels on ne s'attendait pas une minute, quoi. Où on voit des films comme ça exploser et devenir des succès incroyables. Ça se passe aussi au cinéma. Alors c'est plus facile à la télé parce qu'il ne faut pas se déplacer, etc. Mais là je pense que c'est un épiphénomène. C'est vrai que c'est la force du bouche à oreille, c'est la force des réseaux sociaux, et c'est aussi ce qui existe en salle. Quand on a le temps de laisser un film en salle, ce qui est moins évident, parce que évidemment on sait que les programmations, toutes les semaines, il y a beaucoup de films, et du coup, laisser un film trop longtemps en salle, ça bousille un peu la programmation des uns et des autres, ça complique la vie, mais on peut, je pense, si on cherche ensemble un peu, on va trouver des grands succès comme ça, de films qui ont tenu et qui ont marché grâce au bouche à oreille, alors qu'ils n'étaient pas au départ prévus pour être des énormes succès, ou juste des succès. Je pense que les journalistes ont un rôle impactant. Pour les films que je sors, c'est un rôle décisif. Évidemment, sur le film turc dont on parlait tout à l'heure, journaliste, tout le monde s'en fout en fait. C'est des choses qui échappent au public. On a besoin de guides. On a besoin de guides dans la vie, je pense, de gens qui vous guident, qui vous montrent le chemin, et en qui vous avez confiance. Donc, tant qu'il y a une confiance entre le lectorat et son journal, sans doute, ça continuera à être très important. Donc, pour moi, la force des journalistes pour envoyer des gens voir des films en salle est réelle. Après, c'est clair que on sait bien que ce n'est pas parce que les journalistes adorent un film que le film va marcher. Il faut d'autres choses. Mais déjà, quand on a un petit film et que la presse s'en fout, on est quand même quasiment mort. Donc, ne serait-ce que de ce postulat-là, je peux dire, les journalistes, c'est hyper important. Maintenant, il faut que tout le monde aime, tout le monde adore, que les journalistes sachent parler du film. Il est clair que quand je lis une très bonne critique qui se termine par « mais dommage que tel truc ou tel truc », je sais que la critique est morte. Je me dis c'est incroyable d'avoir envie d'avoir envie quand même de donner envie aux gens d'aller voir un film et de le bousiller sans même peut-être se rendre compte qu'en 2 lignes, en fait, tu casses tout ce que tu as cassé ou tout ce que tu as construit juste avant. Donc, alors, est-ce qu'on va continuer à sortir des films comme on les sort aujourd'hui? Ben oui, il y a des salles, il y a des supports marketing, il y a des passeurs d'envie, de goût, de désir. Donc on va continuer à s'en servir. J'ai l'impression que si on nous dit un jour il n'y a plus ça, on va trouver autre chose. Mais pour le moment, on ne va pas chercher autre chose parce qu'il y a toujours ça. Évidemment, il y a des choses, bah, vous en faites partie. Je veux dire, réseaux sociaux, c'est un peu neuf quand même. On ne travaillait pas du tout avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on travaille avec ça. Grâce aux réseaux sociaux, ce film turc a cartonné sur Netflix, etc. Donc, évidemment, c'est une autre façon de travailler. Et on sait bien qu'on a délaissé certains supports pour miser sur d'autres supports. Mais ça, on va évoluer comme ça, de plus en plus, par là sans doute. Et si un jour il est démontré que l'affichage dans la rue, plus personne ne le regarde,
ben, on va arrêter l'affichage dans la rue, qui coûte très cher. Mais tant qu'il y a tout ça, on est obligé de continuer. Donc, ce n'est pas une question de ne pas vouloir se renouveler ou pas. C'est une question que, ben, tant qu'il y a une équipe qui marche, qui gagne, ben, on avance de la même façon. On a beaucoup tergiversé sur le fait que Thierry Frémaux a tenu jusqu'au bout pour que Cannes se fasse. Finalement, ce n'est pas fait, ce label, etc. Moi, je pense que c'était important qu'il y ait une référence Cannes 2020. Je pense que c'est important. Moi, j'ai soumis des films au label. On a 4 films donc, qui ont été labellisés. C'est une évidence que ça va aider sur la sortie, que ça va mettre un peu un doigt dessus, un spot dessus. Alors évidemment, ça ne sera pas le spot qui aurait été mis à Cannes 2020 avec un vrai Cannes, avec le tapis rouge, les médias, etc. Et puis tout à coup un buzz incroyable qui aurait pu se passer sur tel ou tel film, où les gens auraient pu dire que c'est génial, où tous les acheteurs du monde auraient voulu l'acheter, etc. Bon, là, on va travailler différemment. Il a été créatif, nous, on va essayer de l'être. J'espère qu'il va y avoir un suivi dessus, de ce label Cannes, avec peut-être des projections, des avant-premières, orchestrées par Thierry Frémaux, son équipe, par l'intermédiaire de quelques festivals peut-être, ou peut-être on réfléchit à d'autres choses aussi, les syndicats de distributeurs, comment faire mousser ce label en fait auprès du public et donner envie. Mais là on voit déjà la presse bon, elle n'avait pas non plus énormément de choses à se mettre sous la dent, mais en termes sur le cinéma. Mais en tout cas, elle a été heureuse de reprendre, de commenter les films, etc., etc. Et tout le monde a joué le jeu et c'était très bien. C'est pas une nouvelle ère, c'est une année difficile. Ça aurait pu être une année blanche, ben, ça a été une année un peu plus colorée grâce à ce label. Et ça va dynamiser. Et même sur les ventes inter aussi, ça va dynamiser, parce qu'il ne faut pas oublier ça non plus. Je veux dire, nous, on fait des ventes internationales de plusieurs de ces films qui sont labellisés, et ça va nous permettre de faire en sorte que les acheteurs aient peut-être plus envie de voir ce film plutôt qu'un autre, parce qu'il a été labellisé Cannes, et voilà. Donc je dis, évidemment, tous les films qui sont à Cannes ne marchent pas. Hein, donc c'est pas parce qu'on met label Cannes 2019, 2018, 2020 ou quoi que ce soit que ça marche. Mais comment dire, c'est toujours un plus, c'est jamais un moins. Donc moi en tant que distributeur, tout ce qui est un plus m'importe.